It's meant to not be tied into a particular bet on the future. And it's really meant to speak to the very immediate, in the moment problem of what do we do now. Donc il y a à peu près 4 ou 5 ans, on a souhaité changer un petit peu le cadrage de recherche du collectif d'Isnovation et élargir pour s'intéresser non seulement aux questions d'innovation et de technosolutionnisme comme on a pu le faire dans le passé, mais ouvrir un peu le cadre pour interroger le rapport de nos sociétés avec la croissance de manière un peu plus large, dans le sens où il nous semblait que les questions et les controverses en fait qui habitaient un peu notre époque en fait étaient plus directement liées au processus de croissance et comment la croissance historique des 2 derniers siècles avait en fait directement affecté l'ensemble des crises environnementales, écosystémiques, climatiques qu'on est en train de traverser. Et à partir de là, on a commencé à aller interviewer en fait des chercheurs, des théoriciens, des activistes. Et chacun, depuis leur champ de spécialité, leur champ d'expertise, sont venus éclairer cette première intuition et nous aider à faire sens en fait de cette situation. Et aussi avec l'idée que ce matériau qu'on collectait, ces interviews qu'on accumulait, devenait aussi un matériau partageable pour aider collectivement à décoder, faire sens et puis gagner un peu de capacité à agir et à comprendre notre situation. Donc ça a été un peu une première phase qui a duré 1 an ou 2 où on a vraiment fait un travail de recherche de fond et d'enquête. On a collecté donc du coup plein de notions, de concepts, de récits qui aidaient à éclairer certaines facettes en fait de ce sujet complexe et on a souhaité rendre compte de ces questions complexes sous la forme d'expériences laboratoires qui permettent de plonger dans ces questions non pas seulement sur le versant théorique ou à travers l'explication, mais plutôt sous la forme d'expériences ou de situations, d'objets qui expriment cette complexité par l'illustration physique des problématiques qu'on souhaitait éclairer. Donc je peux donner l'exemple de cette culture d'1 mètre carré qui se trouve à côté de nous en ce moment. C'est en fait une tentative d'exprimer toute la partie obscure de notre compréhension économique contemporaine. Et l'économie, on va dire, orthodoxe, assez classique de tous les jours, a cette particularité qu'elle considère que tout ce qui vient des écosystèmes, de la nature, de la biosphère, est infini et donc n'a pas de valeur marchande ou monétaire. Et du coup, lorsqu'on achète quelque chose, ce qui est inclus dans cette valeur, c'est du travail humain, du travail de machine, du transport, etc. Mais on met à l'écart en fait la valeur intrinsèque de tous les flux de valeurs qui viennent des écosystèmes, de la nature, etc. Et donc on a souhaité mettre en place une expérience qui rende ça très éloquent. Donc c'est 1 mètre carré de culture de blé en intérieur, on va dire en milieu clos, en boîte noire. Et du coup en faisant ça, on est obligé de rendre déjà visible, physiquement visible, toutes les dépendances de la survie de ce mètre carré. Donc on se retrouve avec une source d'éclairage artificiel qui vient remplacer le travail du soleil, des ventilateurs qui viennent remplacer les flux d'air et de vent. On se retrouve avec un sol artificiellement enrichi, une cuve d'eau pour une irrigation artificielle, etc. Donc tout ça est visible. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi jouer le jeu de l'économie et commencer à essayer de quantifier ce que coûterait la simple survie en fait, d'1 mètre carré de végétaux si les écosystèmes étaient absents ou très dégradés, en mauvais état, etc. Et donc l'objectif étant pas de donner une valeur exacte, mais de donner une idée de l'ordre de grandeur complètement faramineuse des flux d'énergie, de matière, de valeur entre guillemets,
de tout ce que les écosystèmes contribuent à notre condition, à notre style de vie, à ce dont on dépend. Et ça donne du coup une idée de la différence entre notre compréhension économique de tous les jours et la valeur de tout ce qui n'est pas dans l'économie, qui est bien plus important. Donc là, par exemple, un kilo de blé sur le marché aujourd'hui coûte à peu près entre 20 et 40 centimes le kilo. Et lorsqu'on fait cette expérience, on arrive plutôt à des estimations entre 200 et 400 euros par kilo de blé, produit de cette manière. Donc on n'a pas un chiffre qui est scientifiquement exact, mais on a un ordre de grandeur qui nous laisse en fait présumer de tout ce qui est délibérément oublié de la comptabilité économique quotidienne. Et en tout cas, on a essayé de dessiner, de mettre en place des situations qui encouragent à réellement mettre au travail ces notions, à les explorer, à les débattre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec Julien Maudet, qui design des différentes méthodes de facilitation. Et du coup, on a mis au travail cette série de notions qui nous semblaient intéressantes sous la forme d'un jeu de cartes pour que les gens discutent et prennent du temps à se plonger dans ces notions, à en observer aussi leurs limites, à observer comment ces différentes notions rentrent en friction, se contredisent, se chevauchent, etc. Donc si on prend l'exemple du projet L'ombre de la croissance qu'on présente à l'Espace Gantner, donc en fait on s'est basé sur différentes recherches scientifiques qui essaient d'évaluer le coût social pour les générations futures de chaque nouvelle tonne de carbone qui est émise dans l'atmosphère. Et donc il faut savoir que ce qu'on considère comme la croissance économique aujourd'hui est intrinsèquement lié en fait à une activité industrielle, l'utilisation massive de ressources fossiles et donc l'émission de carbone intensive. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Et donc ces chercheurs, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'estimer le coût pour les générations futures de chaque tonne de carbone émise. On a essayé de justement mettre en regard la richesse produite dans chaque pays, donc cette croissance et l'ombre de la croissance, c'est-à-dire ces dommages qui sont transmis en fait pour les générations futures. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bas mot, en prenant les estimations les plus faibles des papiers scientifiques sur lesquels on s'est basé, on arrive à une ombre de la croissance qui dépasse déjà de loin toute la richesse produite annuellement. À la fois, ça donne à réfléchir et ça questionne, on va dire, le modèle statistique qui est celui de la croissance du PIB. Et aussi, ça donne une idée, en fait, de l'étendue des dommages écosystémiques et de choses très factuelles, comme la montée des niveaux des océans, comme les changements de température, la diminution des rendements agricoles, etc. Et à quel point aussi les méthodes économiques actuelles sont quelque part anecdotiques par rapport à l'ampleur en fait de ce qui se déclenche via les externalités négatives de notre croissance, les impacts négatifs de cette croissance. Alors, pour les projets bestiaires de l'Anthropocène que nous avons développés avec un anthropologue, Nicolas Nova, nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, la nature et la technologie, une sorte d'hybridité des deux, ce n'est plus une anomalie, ni une exception, c'est complètement normalisé. Et il nous semblait que cette situation nécessite son propre glossaire, une sorte de version actualisée des atlas des espèces ou d'un atlas du ciel qui inclurait des satellites. On voulait trouver des moyens de partager quelque chose qui existe déjà et exprimer ce sentiment que cette hybridité nature et technologie est inséparable aujourd'hui. Donc, Bestiaire de l'Anthropocène est un atlas illustré des plantes, animaux, minéraux, champignons et autres spécimens hybrides. Et il est inspiré des bestiaires médiévaux et des observations de notre planète à l'ère de l'Anthropocène. Cette installation présente diverses créatures et objets hybrides de notre temps et est conçue comme un manuel de terrain dans un monde en rapide transformation.
Donc, dans l'exposition, nous avons 24 planches avec des différents spécimens. Chacun de ces spécimens est symptomatique de l'ère post-naturelle en pleine mutation dans laquelle nous vivons. Donc, les bestiaires de l'Anthropocène cherchent à capturer ce moment précis où la biosphère et la technosphère fusionnent et se rejoignent dans un nouveau corps composite. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque les technologies et leurs conséquences involontaires sont si omniprésentes qu'il devient difficile de définir ce qui est naturel ou non. Il y a un vocabulaire qu'on a mis en place au fur et à mesure des années, pas uniquement dans ce projet, mais plutôt comme des manières de développer des modalités d'exposition très pauvres en termes de coûts, et aussi avec une forme d'autonomie dans le sens où on n'a pas besoin de la béquille habituelle de la médiation. Et donc on a essayé d'intégrer en fait ces différentes expertises et ces différents apprentissages qu'on a pu avoir au fur et à mesure des expositions pour obtenir des formes qui nous semblent solides, donc qui intègrent les quelques outils de décodage en fait qui nous semblent nécessaires de véhiculer avec les œuvres. Donc pour nous, de plus en plus, l'œuvre n'est pas juste une sculpture ou une installation laboratoire, mais aussi un ensemble d'éléments de décodage basiques qui permettent au moins de pouvoir tirer du sens sous la forme de posters, de schémas, oui, voilà, de lettrages muraux et d'éléments répartis dans l'espace de l'exposition. Pour chaque projet en fait, de cette série Post-Growth, on a travaillé avec différents artistes, collaborateurs. On essaie de mettre en place en fait, une équipe spécifique par projet et par champ d'investigation qui permet en fait, de venir plonger plus en nuance en fait, dans les sous-aspects de cette recherche. Donc, pour le livre, on a travaillé avec Nicolas Nova, qui est anthropologue et historien du design. Pour les différentes installations, on a travaillé avec Baruch Gottlieb, donc qui est artiste et philosophe, avec Jérôme Sinclair, qui est artiste et développeur. Donc voilà, pour chaque projet, on a vraiment mis en place de créer une équipe qui permet d'envisager des épaisseurs et des complexités de projet qu'on n'arriverait pas à traiter et à transformer de manière satisfaisante à l'échelle individuelle ou d'un tout petit noyau dur de collectif. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille sous la forme collective au sein de Disnovation. Et donc en démarrant le projet Post-Growth, on a vraiment dès le départ souhaité penser ça comme un projet laboratoire sur le long cours et dans lequel les projets deviendraient complémentaires et s'enrichiraient les uns les autres, pourraient s'affiner dans le temps. With care and responsibility for the health and welfare of the 7 generations into the future. The 7th generation principle also can be applied more broadly and often is. For instance, as a Washaji or Osage person, as a child, I was taught that whenever you are harvesting plants or animals, but particularly plants, you should always leave 7 plants for every one that you pick. And that's to make sure that the plants also have regeneration capacities for their 7 generations into the future. So in that way, we're not just thinking about the human 7 generations into the future, we're also thinking about all of life on this earth and its 7 generations into the future, in recognition that we need that balance in order for all of us to survive.